Gérard de Nerval, Promenades et souvenirs, le château de Saint-Germain. J'ai parcouru les quartiers de Paris qui correspondent à mes relations et n'ai rien trouvé qu'à des prix impossibles, augmentés par les conditions que formulent les concierges. C'est, m'a dit le concierge, que la fenêtre de la chambre s'ouvre sur un corridor qui n'est pas très bien clair. Je n'ai pas voulu en savoir davantage, et j'ai même négligé de visiter une cave à louer, me souvenant avoir vu à Londres cette même inscription, suivie de ces mots « Pour gentleman seul ». Je me suis dit, pourquoi ne pas aller demeurer à Versailles ou à Saint-Germain? La banlieue est encore plus chère que Paris, mais en prenant un abonnement de chemin de fer, on peut sans doute trouver des logements dans la plus déserte ou dans la plus abandonnée de ces deux villes. En réalité, qu'est-ce qu'une demi-heure de chemin de fer le matin et le soir? On a là des ressources d'une cité. On est presque à la campagne. Vous vous trouvez logé par le fait rue Saint-Lazare, numéro 130. Le trajet n'offre que l'agrément et n'équivaut jamais, comme ennui ou comme fatigue, à une course d'omnibus. Je me suis trouvé très heureux de cette idée, et j'ai choisi Saint-Germain, qui est pour moi une ville de souvenirs. Quel voyage charmant! Asnières, Chatou, Nanterre et Le Pec, la Seine 3 fois repliée, des points de vue d'îles vertes, des plaines, de bois, de chalets, de villas. À droite, les coteaux de Colombes, d'Argenteuil, de Carrière. À gauche, le Mont Valérien, Bougival, Lucienne et Marly. Mais la plus belle perspective du monde, la terrasse et les vieilles galeries du château de Henri IV, couronnées par le profil sévère du château de François Ier. J'ai toujours aimé ce château bizarre, qui sur le plan a la forme d'un dé gothique, en l'honneur, dit-on, du nom de la belle Diane. Je regrette seulement de n'y pas voir ces grands toits écaillés d'ardoises, ces clochetons à jour où se déroulaient des escaliers en spirale, ces hautes fenêtres sculptées s'élançant d'un fouillis de toits anguleux qui caractérise l'architecture valoise. Des maçons ont défiguré sous Louis XVIII la face qui regarde le parterre. Depuis, l'on a transformé ce monument en pénitencier, et on a déshonoré l'aspect des fossés et des ponts antiques par une enceinte de murailles couverte d'affiches. Les hautes fenêtres et les balcons dorés, les terrasses où ont paru tour à tour les beautés blondes de la cour de Valois et de la cour des Stuarts, les galants chevaliers des Médicis et les Écossais fidèles de Marie Stuart et du roi Jacques, n'ont jamais été restaurés. Il n'en reste rien que le noble dessin des baies, des tours et des façades, que cet étrange contraste de la brique et de l'ardoise, s'éclairant des feux du soir ou des reflets argentés de la nuit, et cet aspect moitié galant, moitié guerrier d'un château fort, qui, en dedans, contenait un palais splendide dressé sur une montagne, entre une vallée boisée où serpente un fleuve et un parterre qui se dessine sur la lisière d'une vaste forêt. Je revenais là, comme Ravenswood au château de ses pères. J'avais eu des parents parmi les hôtes de ce château, il y a 20 ans déjà. D'autres habitants de la ville, en tout 4 tombeaux. Ils se mêlaient encore à ces impressions des souvenirs d'amour et des fêtes remontant à l'époque des Bourbons, de sorte que je fus tour à tour heureux et triste tout un soir. Un incident vulgaire vint m'arracher à la poésie de ces rêves de jeunesse. La nuit étant venue, après avoir parcouru les rues et les places, et salué les demeures aimées jadis, donné un dernier coup d'œil aux côtes de l'étang de Mareuil et de Chambourcy, je m'étais enfin reposé dans un café qui donne sur la place du marché. On me servit une chope de bière, il y avait au fond 3 cloportes. Un homme qui a vécu en Orient est incapable de s'affecter d'un pareil détail. « Garçon, dis-je, il est possible que j'aime les cloportes ? Mais une autre fois, si j'en demande, je désirerais qu'on me le servît à part. » Le mot n'était pas neuf, s'étant déjà appliqué à des cheveux servis sur une omelette. Mais il pouvait encore être goûté à Saint-Germain. Les habitués bouchers ou conducteurs de bestiaux le trouvèrent agréable.
Le garçon me répondit imperturbablement « Monsieur, ça ne doit pas vous étonner. On fait en ce moment des réparations au château, et ces insectes se réfugient dans les maisons de la ville. Ils aiment beaucoup la bière, ils y trouvent leur tombeau. Garçon, dis-je, vous êtes plus beau que nature et votre conversation me séduit, mais est-il vrai qu'on fasse des réparations au château ? Monsieur vient d'en être convaincu grâce à votre raisonnement, mais êtes-vous sûr du fait en lui-même ? Les journaux en ont parlé. Absent de France pendant longtemps, je ne pouvais contester ce témoignage. Le lendemain, je me rendis au château pour voir où en était la restauration. Le sergent concierge me dit avec un sourire qui n'appartient qu'à un militaire de ce grade « Monsieur, seulement pour raffermir la fondation du château, il faudrait 9 millions. Les apportez-vous » Je ne suis habitué à ne m'étonner de rien. « Je ne les ai pas sur moi, observèrent, mais cela pourrait encore se trouver. »« Eh bien, dit-il, quand vous les apporterez, nous vous ferons voir le château. » J'étais piqué, ce qui me fit retourner à Saint-Germain 2 jours après. J'avais trouvé l'idée. Pourquoi, me disais-je, ne pas faire une souscription ? La France est pauvre, mais il viendra beaucoup d'Anglais l'année prochaine pour l'exposition des Champs-Élysées. Il est impossible qu'ils ne nous aident pas à sauver de la destruction un château qui a hébergé plusieurs générations de leurs reines et de leurs rois. Toutes les familles jacobites y ont passé. La ville encore est à moitié pleine d'Anglais. J'ai chanté tout enfant les chansons du roi Jacques et pleuré Marie Stuart en déclamant les vers de Ronsard et de Du Bellay. La race des King Charles emplit les rues comme une preuve vivante encore des affections de tant de races disparues. Non, me dis-je, les Anglais ne refuseront pas de s'associer à une souscription doublement nationale. Si nous contribuons par des Monaco, ils trouveront bien des couronnes et des guinées. Fort de cette combinaison, je suis allé la soumettre aux habitants du café du marché. Ils l'ont accueillie avec enthousiasme, et quand j'ai demandé une chope de bière sans cloporte, le garçon m'a dit « Oh, non, monsieur, plus aujourd'hui ». Au château, je me suis présenté la tête haute. Le sergent m'a introduit au corps de garde où j'ai développé mon idée avec succès, et le commandant qu'on a averti a bien voulu permettre que l'on me fît voir la chapelle et les appartements des Stuart, fermés aux simples curieux. Ces derniers sont dans un triste état. Et quant aux galeries, aux salles antiques et aux chambres des Médicis, il est impossible de les reconnaître depuis des siècles, grâce aux clôtures, aux maçonneries et aux faux plafonds qui ont approprié ce château aux convenances militaires. Que la cour est belle, pourtant. Ses profils sculptés, ses arceaux, ses galeries chevaleresques, l'irrégularité même du plan, la teinte rouge des façades, tout cela fait rêver au château d'Écosse et d'Irlande, à Walter Scott et à Byron. On a tant fait pour Versailles et tant pour Fontainebleau. Pourquoi donc ne pas relever ce débris précieux de notre histoire ? La malédiction de Catherine de Médicis, jalouse du monument construit en l'honneur de Diane, s'est continuée sous les Bourbons. Louis XIV craignait de voir la flèche de Saint-Denis. Ses successeurs ont tout fait pour Saint-Cloud et Versailles. Aujourd'hui, Saint-Germain attend encore le résultat d'une promesse que la guerre a peut-être empêché de réaliser. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver des histoires et des poésies sur ma chaîne Entendre lire.